Merci à toutes et à tous voilà, d'être là pour plutôt cette réunion, débat, sensibilisation, échange sur le Linky plutôt que conférence. On n'a pas la prétention, nous ici, de vous faire une conférence en tant que telle descendante, mais on s'est dit, nous sommes la France Insoumise, nous avons un projet d'avenir en commun qui pose des questions écologiques, démocratiques, sociales de manière extrêmement forte. Nous sommes un mouvement au service de la révolution citoyenne. On ne peut pas, ces rencontres amphi d'été de Marseille, passer à côté de ce thème-là, de la question des compteurs communicants Linky. Alors, qui je suis moi? Je suis Danielle Silonnet, je suis conseillère de Paris. Sur la question du Linky, je ne suis pas du tout une spécialiste. En tant que conseillère de Paris, je suis quelque part une généraliste, une élue d'opposition citoyenne, qui a été amenée à un moment donné à s'opposer au Linky à Paris, interpellée par des collectifs de citoyens. C'est comme ça que je suis rentrée dans le sujet. Vous avez ici Loïc Prudhomme, qui est donc député de France Insoumise. Oh la flamme! Qui s'implique sur cette thématique-là et qui s'intéresse notamment à tout l'aspect liberticide, société de surveillance généralisée à travers le Linky, qui souhaiterait nous faire part de ses réflexions. Il nous a invités à poursuivre la réflexion sur finalement toutes ces innovations, cette nouvelle technologie. Est-ce que ça relève vraiment du progrès social et démocratique? Et également, nous avons ici des camarades citoyens, enfin des camarades, excusez-moi, c'est mon jargon habituel. Nous avons aussi des citoyens, excusez-moi, non, pas forcément, des citoyens qui se sont impliqués dans des collectifs anti-Linky de différents quartiers de Marseille ou de Toulon. Donc notre réunion, elle a vocation à essayer, si on devrait se fixer les objectifs, on n'a qu'1h30, jusqu'à 17h30, c'est le Linky pour ou contre, pourquoi est-ce qu'il faut s'y opposer? Nous sommes convaincus, nous, qu'il faut s'y opposer, mais il peut y avoir des gens ici qui sont pour, bon, débattons ça. Comment s'y opposer? Et pourquoi nous, en tant que France Insoumise, eh bien, pour fédérer le peuple et contribuer à construire l'insoumission, eh bien, pourquoi cette implication dans les collectifs anti-Linky est une tâche des insoumis engagés dans les groupes d'appui très intéressante à la rentrée complémentaire avec bien sûr bien d'autres tâches que nous menons sur des combats nationaux ou autres locaux. Alors avant que je vous fasse un petit propos généraliste sur le Linky, qui parmi vous connaît déjà un peu le Linky? Levez la main. Alors plutôt, qui, et vous avez le droit et c'est légitime, il n'y a aucune campagne d'information ni de Enedis, ni des collectivités territoriales sur les compteurs Linky, qui ici ne connaît pas trop, même pas du tout le Linky. Ça c'est intéressant, très bien. Parmi ceux qui connaissent, qui sont contre déjà, ont déjà un avis, qui sont plutôt pour, vous avez le droit, qui n'ont pas d'avis. Moi je suis pour et contre. Pour et contre. Alors, parmi ceux, donc ce serait intéressant pour nous que vous assumiez le propos de pourquoi vous êtes pour ou de pourquoi, très original, pourquoi vous êtes pour et contre. Parce que même si c'est un sujet sur lequel la France Insoumise, par l'intermédiaire de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres leaders, a déjà pris position, nous estimons à la France Insoumise que tout peut être toujours débattu. Regardez, la France Insoumise a pris position pour le droit de mourir dans la dignité, mais nous estimons que c'est un sujet sur lequel tout le monde doit se sentir toujours autorisé de débattre. Et voilà, ça me semble important. D'abord parce que moi je suis persuadée que c'est par le débat et la contradiction qu'on arrivera à d'autant plus à convaincre d'être contre le Linky. Voilà. Mais peut-être que ça peut nous faire changer d'avis, je le dis comment. Donc parmi ceux qui sont contre, est-ce qu'il y en a qui sont déjà impliqués dans des actions anti-Linky sur leur territoire? Yeah. D'accord. Donc, quand on en arrivera dans le débat, que tout le monde soit autorisé à aussi raconter vos expériences. Si l'objectif pour moi vraiment de ce temps, dont le mot conférence ne va pas, je trouve, c'est d'échanger nos arguments sur ce que ça représente, le Linky, comme
problème, hein, comme danger, comme aspect anti-écologique, anti-démocratique, anti-économique. Bon. Mais c'est aussi d'échanger nos expériences sur comment on s'y prend dans cette bataille. Donc vous avez certainement, vous, des expériences à compléter. Donc là, nous avons également, dans les collectifs anti-Niki, nous avons Denis Palassin, qui lui est sur Marseille et peut répondre à pas mal de questions sur l'aspect plus technique des ondes. Patricia Mallet et Michel Kilissi. Et Patricia s'est planquée où? Ah ben voilà, on avait une femme. Comme par hasard, la femme était planquée dans la salle et les mecs sont allés en représentation ici. Je suis la seule femme. Ça ne va pas du tout. Donc ça, il faudra que. On considère que la parité. Nous avons également. Non, je n'ai pas dit que tu étais de Marseille et de l'association pour le poumon vert Saint-Mitre. C'est d'abord une association de quartier sur l'environnement qui a été amenée à se poser ces problématiques-là et à s'opposer au Linky. Nous avons également Marc Morel qui est là, qui du quartier de l'Estac, où ils se sont aussi fortement impliqués, ils ont réussi sur l'Estac et le panier notamment à empêcher la position de compteur, voilà, avec des endroits de réussite, des endroits plus difficiles. Et on a aussi Fred Dev de Toulon, ici présent. Donc, on ne va pas faire ribambelle de toutes ces interventions, on va essayer de se concentrer sur 3 inters et puis après, nous avons un échange avec la salle. De manière plus générale, bon, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Enedis, ex-EDF, a décidé, EDF, pardon, voilà, ex-EDF, a décidé du déploiement de 77 millions de compteurs communicants Linky pour l'électricité, mais vous avez aussi les compteurs Gaspard pour le gaz, et d'eau, à la fois dans tous les domiciles, les lieux professionnels et les lieux publics. Bon. Officiellement, leur démarche vise à contribuer à baisser la consommation énergétique et par une méthodologie de transmission des données de consommation de tous vos branchements électriques par la technologie du CPL. Hein, donc, nos amis ici présents pourront plus détailler si vous avez des questions là-dessus. Bon. Dans les faits, ça suscite des débats et c'est en soi contestable. On a par exemple l'Allemagne, plus pas mal d'autres pays européens, qui ont considéré finalement que ces compteurs Linky étaient extrêmement énergivores et absolument pas rentables et constituaient en tant que telle une aberration écologique et ne contribuaient pas à baisser la consommation énergétique. Et que finalement la sobriété énergétique, qui pour nous est extrêmement importante, pouvait être atteinte par bien d'autres méthodes et politiques publiques. Mais autre problème posé par ces compteurs communicants, ce sont les risques sanitaires, parce qu'on est face à une méthode, à une technique qui occasionne une surexposition aux ondes électromagnétiques artificielles. Et on pourrait être, je dis bien on pourrait être, face à un scandale sanitaire aussi grave que celui de l'amiante. Et donc ça pose un sacré nombre de débats. C'est d'ailleurs reconnu comme potentiellement cancérigène par l'OMS. Hein. Il y a d'ailleurs en ce moment des mobilisations, des pétitions internationales pour demander un reclassement comme justement cancérigène en tant que tel par l'OMS. Et il y a pas mal de travaux de médecins indépendants qui montrent justement et attestent de problèmes. De problèmes qui en plus se cumulent avec plein d'autres conditions environnementales. Voilà. Ces compteurs en termes de risques sanitaires sont par ailleurs très problématiques sur les personnes fragiles, sur les enfants. Vous savez que l'exposition aux ondes a amené par exemple que dans la loi Abeille, on interdise la Wi-Fi, par exemple, dans les lieux où il y a les lieux de crèche, où il y a des petits-enfants, parce qu'à un moment donné, ça pose des vrais problèmes de santé. Donc, avec la technique du CPL, on est sur une surexposition aux ondes beaucoup plus conséquente qu'avec de la Wi-Fi. Et sur les personnes qui sont électro-hypersensibles, eh bien, ça provoque vraiment une catastrophe, quoi. On est dans cette situation de douleur, de souffrance et de difficulté de vie terrible. C'est par ailleurs une aberration économique et sociale, parce qu'on est face à une situation où on a des compteurs électriques qui fonctionnent parfaitement bien,
aujourd'hui, et on va imposer le changement de tous ces compteurs avec un coût faramineux. Donc il y a une aberration économique derrière, qui va aussi provoquer une augmentation des factures EDF, des factures, pardon, Enedis, d'électricité, parce qu'on change, on passe d'une donnée différente, donc il va y avoir une surfacturation importante. Et on a aussi des conséquences sociales, puisqu'à partir du moment où vous êtes sur des compteurs communicants, eh bien Enedis va pouvoir aussi, à distance par exemple, couper votre électricité si vous ne la payez pas, bien que pour l'instant la loi s'y oppose, sans que vous ayez des travailleurs, des salariés qui viennent. Donc il y a aussi une problématique sociale interne à Enedis de la part des syndicats, vous avez des conséquences de la mise en place de ces compteurs. Mais autre problème sur lequel Loïc va plus développer tout à l'heure, c'est la question de la surveillance à distance. Parce qu'à partir du moment où vous avez des compteurs dits intelligents, communicants, qui savent exactement à quelle heure du jour et de la nuit, ou dans votre domicile, vous utilisez quel type d'appareil, on va en avoir des données sur vous. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Comment vont-elles être contrôlées? Comment ça se passe en termes de liberté fondamentale? Mais il y a aussi derrière tout ça un scandale démocratique. Parce qu'in fine, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça paraît quand même dingue qu'on impose à tous les citoyens le changement de ces compteurs sans leur demander leur avis et sans aucune délibération collective. En plus, on apprend que les municipalités sont très souvent propriétaires des compteurs et, en tant que propriétaires des compteurs, elles devraient organiser une délibération collective, au moins entre les élus, si ce n'est avec l'ensemble de la population, avec un débat contradictoire, afin de voir si oui ou non on met en place ces compteurs. Vous voyez, sur toutes ces raisons, on peut se dire qu'il y a un mépris démocratique complètement dingue. Et là, il y a quelque chose qui nous intéresse, parce que finalement, dans les mobilisations anti-Linky qu'il peut y avoir dans toute la France, en ce moment, et qui se développent, eh bien, on se rend compte que même si il y a une diversité de citoyens, vraiment une diversité de citoyens, parce que vous avez des luttes anti-Linky dans des quartiers populaires, dans des quartiers beaucoup plus chics, dans des zones rurales, dans des zones urbaines, et vous avez des hommes et des femmes d'horizons très diverses, pour des raisons différentes, qui viennent et qui s'engagent contre ces compteurs Linky. Donc nous, en tant que France Insoumise, qui souhaitons fédérer le peuple, et faire en sorte que l'air du peuple réapparaisse, et que ce soit vraiment le peuple qui reprenne en main sa souveraineté et son destin. Ce combat-là nous intéresse, parce qu'il permet, concrètement, à travers cette thématique-là, de fédérer le peuple, et lui redonner une confiance en lui dans sa capacité d'agir, et dans sa volonté de restaurer sa souveraineté. Parce que dans une lutte anti-Linky, vous interpellez la collectivité, par exemple, ou bien vous décidez que le service public, parce que Enedis devrait être un service public, vous ne l'êtes plus depuis bien longtemps, mais mince, et vous vous amenez, dans ce combat-là, vous amenez aussi les gens à réfléchir sur tout un tas de sujets. Car toutes les problématiques qu'on a exposées auparavant, question de santé, principe de précaution sur les ondes, question économique, question écologique, question de service public, question démocratique, question de liberté, on se retrouve finalement à travers ce sujet d'un compteur, je suis pour ou contre que le pose chez moi, avoir une réflexion qui résonne avec tellement d'aspects cohérents de notre programme L'avenir en commun. Hein, nous qui sommes éco-socialistes, qui défendons un humanisme social-écologique, qui sommes pour un processus constituant, vous voyez bien sur tous ces sujets à quel point ça nous intéresse. Donc je pense vraiment, en plus que sur ces compteurs, la lutte contre ces compteurs, elle est utile et pertinente en soi vu l'objet, mais elle est intéressante également en termes d'expérience citoyenne collective. Car vous savez, si vous avez pu assister déjà aux travaux de formation d'EducPop qu'il y a pu avoir dans ces amphis-d'été, je parle par exemple de l'atelier Alinsky qu'il y a eu, ou bien des enquêtes de conscientisation, ou des différentes démarches, qu'à partir du moment où on s'engage et où on se met à obtenir une petite victoire, eh bien ça crée une confiance collective dans un groupe qui va se mettre à chercher à en avoir d'autres. Ben, quand on va revenir sur tous nos départements, c'est bien ce qu'on va essayer de faire sur la loi travail. Eh bien on va devoir aussi le faire sur plein d'autres combats. Et si à un moment donné, dans nos quartiers, en porte-à-porte, on est capable aussi de le faire et de venir renforcer et de s'impliquer en respectant l'indépendance des collectifs anti-Linky
mais de s'impliquer et d'être utile à cette insurrection citoyenne sur cette thématique-là, je pense qu'on est totalement dans notre rôle de préparation du processus de la révolution citoyenne. Voilà un peu en introduction toutes les raisons qui me semblent que dans notre attachement à la préservation de l'énergie comme bien commun et d'engager une réflexion et une implication citoyenne dans la maîtrise de cela, ce combat me semble extrêmement important. Mais Loïc, le Linky pose donc des problèmes de liberté, et sur ces questions de données, on est face, sur cette thématique-là comme sur bien d'autres, bien souvent démunis dans la compréhension de tous les enjeux démocratiques qu'il y a. Est-ce que tu peux, toi, nous présenter ce que tu as pu approfondir sur le sujet? Merci Daniel. Je vais effectivement essayer de vous présenter une autre façon d'aborder ce problème de Linky, sans nécessairement vous apporter de réponse, mais un éclairage de ma lecture, moi, sur ce champ des big data. Daniel vient de le rappeler, ces combats collectifs, c'est de l'intelligence collective qu'on va mettre au service d'une lutte commune. Parce que l'intelligence, c'est pas l'intelligence du compteur que l'on nous vend. C'est-à-dire Linky, c'est aussi se réapproprier la sémantique. On nous dit Linky, compteur intelligent. Un compteur n'est pas intelligent. D'accord, c'est un objet. Donc déjà, il faut démonter la sémantique qu'on nous présente et qui a vocation à nous faire avaler des concepts et pas seulement. Qu'est-ce que c'est que Linky aujourd'hui? C'est aussi par là qu'on peut démarrer le propos. Daniel l'a rappelé, c'est quand même un coût faramineux qui aujourd'hui est estimé à 5 milliards d'euros. Enedis, à ma connaissance, n'est pas une entreprise philanthropique. Donc, nécessairement, s'ils investissent 5 milliards d'euros, c'est pas pour notre bien-être, mais c'est bien parce que derrière, il y a une logique de retour sur investissement qui doit se faire jour. Et donc c'est là qu'on rentre dans le big data. Aujourd'hui, l'objectif d'Enedis n'est plus de vendre de l'électricité. Ce qu'il va vouloir et pouvoir valoriser bien plus que le kilowattheure d'électricité, c'est les données de notre consommation à chaque jour. Ces données sont collectées, agglomérées, anonymisées, autant qu'on puisse imaginer qu'ils le fassent et qu'on puisse leur faire confiance là-dessus, et donc transmises et vendues à des entreprises qui auront ainsi les moyens de nous faire des offres, tous les gens qui auront accepté le principe de la collecte de données, des offres commerciales pour des nouveaux marchés. Alors les offres commerciales, elles sont nos limites. Ça veut dire que demain, ils vous vendront une offre d'électricité avec un contrat différent, ou en disant, tiens, vous consommez entre telle heure et telle heure, je vous propose tel type de contrat, qui est adapté, enfin, ils sauront cibler ça. Mais ça veut dire qu'ils pourront aussi vendre vos données, ou enfin, le jeu de données, à des entreprises qui vous vendront le jour où ils auront analysé sur votre grille de consommation que votre lave-vaisselle est tombée en panne. Vous allez avoir la grande surface d'à côté qui va vous appeler et dire j'ai une super offre promotionnelle pour le lave-vaisselle AAA qu'il vous faut. Bon voilà, on peut tout imaginer, c'est réellement, aujourd'hui, il n'y a pas de limite technique, il n'y a pas de limite commerciale à la vente de ces fichiers de Big Data. Donc voilà, ça c'est une première partie. Et donc, Enedis est vraiment investi vraiment dans ce qu'ils appellent, alors c'est pareil, on parle depuis 2 jours de la novlangue libérale macronienne, c'est l'open innovation. Open, moi je veux bien savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, ils sont aussi en train de travailler des startups pour aller mettre des puces dans quelques compteurs sur le territoire pour aller analyser précisément les habitudes de consommation des uns des autres pour affiner leur jeu de données. Donc voilà ce que c'est que la logique de Enedis. Et c'est Jean-François Montagne qui est le responsable de la gouvernance des données chez Enedis. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a un gars qui doit être payé très cher pour ne faire que ça chez Enedis. Il faut le savoir. Les gars, ils ne sont pas là pour bricoler de l'électricité, mais en gouvernance des données. Il espère voir des startups s'emparer de ces jeux de données. Forcément, lui, les startups qui s'emparent de ces jeux de données, c'est des clients potentiels pour lui, donc il est ravi.
et pour trouver de nouvelles exploitations, dont je viens de vous parler, le supermarché qui va vous appeler quand votre lave-vaisselle va tomber en panne. Donc à terme, Enedis rêve d'être la cheville ouvrière de ce qu'ils appellent les smart grids. Alors le smart, on nous en colle partout, hein, toujours la même novlangue. Hein. C'est pour ça que je vous disais, je parlais de sémantique en introduction de mon propos, parce que c'est vraiment, c'est avec ça qu'ils nous matraquent le cerveau à longueur de journée. Smart grids, réseau électrique intelligent, connecté. Et c'est à l'échelle plus élargie, c'est smart cities. D'accord? La cité sera connectée. Smart car, enfin tout est smart avec les libéraux, voilà, sauf le résultat, c'est pas très smart. Mais voilà. Donc ville connectée, réseau électrique connecté, etc. Donc on est sur une idéologie de gouvernance par les données. Alors là, je vous le présente sous le registre Big Data à des fins commerciales, parce que Enedis va en faire un business. Mais on le sait tous, c'est que le Big Data, une fois qu'il est collecté, alors il peut l'être à des fins commerciales, mais il peut l'être rapidement, suivant entre quelles mains ça tombe, à des fins de surveillance. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Ça, c'est juste des éléments, je vous les livre tels quels, cash. Je n'ai pas de réponse à apporter sur comment on va se sortir de ça, c'est le sujet du débat qu'on aura. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est la philosophie un petit peu générale qu'il y a derrière les compteurs Linky et toute cette big data. C'est cette capitalisation des données, c'est la nouvelle forme d'un capitalisme numérique. Je viens de vous l'exposer. Mais c'est aussi, et là ça permet aussi d'élargir le spectre de la réflexion, c'est la technologie est source de progrès. Ça, c'est le paradigme absolu, et on l'entend régulièrement au plus haut niveau. C'est la foi inébranlable en la technologie est source de progrès. Donc moi je pense que au travers de ce sujet et de ce débat sur Linky, à chaque fois qu'on vous dit la technologie est source de progrès, les voyants doivent être au rouge. Non, ce n'est pas vrai. Il faut battre en brèche ce paradigme qu'on nous assène. La technologie n'est pas nécessairement source de progrès. On n'est pas des archaïques, on ne dit pas que toute technologie est à rejeter. On dit qu'il faut avoir constamment un esprit critique sur la technologie, à quelle fin on nous la vend, à quelle fin on la met en œuvre. Voilà. Est-ce que c'est pour des intérêts particuliers? Est-ce que c'est pour un intérêt général? D'accord? Est-ce que la technologie, on en est propriétaire, ou est-ce qu'on s'en remet à des multinationales qui la possèdent et qui nous l'imposent, ou qui nous imposent les usages? Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui me semblent se focaliser là, dans ce débat Linky, mais qu'on pourrait généraliser à plein d'autres sujets, hein. C'est très très large. Donc voilà pour cette histoire de innovation techno versus progrès. Voilà. Et l'autre versant, puisqu'on ne peut pas non plus, dans notre approche éco-socialiste dont il était question au débat juste avant, aussi zapper le fait que cette innovation technologique, c'est aussi comment se passer de l'intervention des personnes physiques, de l'humain. Ça veut dire que là, Linky, clairement, c'est aussi comment se passer des téléreleveurs. Voilà, des techniciens qui passaient et qui allaient relever les compteurs dans votre rue régulièrement. Voilà. Donc voilà, c'est le PDG d'Enedis, j'ai noté ça, qui dit que sa grande victoire, c'est ça, c'est de pouvoir se passer de l'intervention humaine et de s'en remettre à une technologie. Ça, c'est l'objet. Donc voilà, sur cette affaire des big data, je vous l'ai dit, attention, la technologie n'est pas source de progrès. Les big data, on parle aujourd'hui de Linky, mais alors, pour vous titiller, peut-être aller vous bousculer un peu, aujourd'hui vous êtes remonté contre le Linky, mais est-ce qu'on s'est posé la même question sur Google, qui ouvre nos mails?
Voilà. Est-ce qu'on s'insurge de la même manière des navigateurs Internet qu'on utilise et qui vendent nos données, etc. etc. Est-ce qu'on s'insurge contre nos smartphones qui, à n'importe quel moment de la journée, nous géolocalisent, voilà, etc., etc. Donc ça, le big data voilà, et le Linky, c'est l'occasion de poser toutes ces questions. Je vais essayer de faire assez court quand on a du temps du débat. Voilà, je vais conclure dessus. Voilà. Et juste pour terminer, revenir sur l'argument aussi que cette collecte, ce compteur est tellement intelligent que grâce à lui, vous allez pouvoir économiser aussi d'énergie et donc vous serez le smart citoyen qui permettra de faire la transition, la smart transition écologique du smart président Macron et de la start-up nation. C'est des balivernes, c'est un mensonge absolu. La Commission de régulation de l'énergie estime que si on était des smart citoyens et qu'on allait se connecter sur notre compte Linky pour analyser notre consommation et modifier nos habitudes, on arriverait à gagner 1% de la consommation électrique. C'est pas avec ça qu'on va faire la transition énergétique, fermer les centrales nucléaires, etc., etc. Sachant que pour faire cette transition, il faudrait qu'on soit économe de 50% de l'énergie finale qu'on utilise aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat. Je veux bien discuter avec vous à la sortie. Voilà, j'ai terminé sur les big data. Juste pour terminer, les propos de Philippe Mouloubou, PDG d'Enedis, parce que ces gens-là ne s'en cachent pas. Ce que je vous dis là, il suffit de lire les déclarations du PDG d'Enedis pour s'en rendre compte. Il dit « Notre métier évolue, nous sommes désormais un opérateur de big data qui va bientôt gérer 35 millions de capteurs connectés. » Donc voilà, les capteurs connectés, c'est nous tous à la maison. Et il dit, nous travaillons déjà sur l'open innovation. Aujourd'hui, on ne voit pas de limite à l'open innovation. Pas de limite. Donc, moi, ça me fait penser, quand j'entends pas de limite, c'est l'objectif et le fonctionnement du capitalisme, c'est accumulation sans limite. Et là, on est dans la même chose. C'est pas de limite à l'open innovation, donc pas de limite dans la vente des données, l'accumulation de la richesse sur notre dos. Nous ne sommes plus des citoyens, nous sommes des marchandises. Voilà, du temps de cerveau disponible, des marchandises, des données connectées. Voilà ce à quoi on nous réduit et ce à quoi Linky nous réduit notamment, mais pas que. Voilà. Merci. D'ailleurs, dans le même temps, ils sont en train de fermer toutes les boutiques d'accueil de RDF, ils me disent, voilà, et donc on voit bien pourquoi, hein, parce que tout doit pouvoir se faire par Internet, sans aucun contact humain, et évidemment, tout ça n'est pas non plus pour casser du service public et qu'il n'y ait plus d'effectifs de salariés pour en assurer. Alors, je vais maintenant passer la parole à Michel Kilissi, qui, alors, toi, tu es donc impliqué comme d'autres, et président d'une association pour le poumon vert Saint-Mitre, un quartier de Marseille. Raconte-nous un petit peu les combats, comment ça se mène contre le Linky à travers justement l'expérience que vous avez pu avoir. Bonjour. Alors, les combats, c'est difficile. On venait d'entendre un petit peu tous les inconvénients des Linky. Mais après, concrètement, il faut savoir comment ça se passe. Et ça veut dire, qu'est-ce qu'il arrive un beau jour quand vous avez cette maison Enedis ou autre forme de société qui arrive, parce qu'ils sont multiples, qui ont des délégations de RDF ou de Enedis. Alors, ils sont, en principe, obligés de vous envoyer une lettre disant « Nous allons venir chez vous pour vous changer le compteur ». Ça, c'est très bien. C'est ce qu'ils doivent faire. Seulement, on constate, et j'ai été personnellement confronté à ce problème parce que entre le mois de juin et le mois de juillet, j'ai été alerté par des adhérents de mon association me disant Monsieur Kilissi, j'ai reçu une lettre qui doit revenir demain, je leur ai mis toutes les sortes de notices dans lesquelles je ne voulais pas qu'on me change le compteur, parce que ça on n'a pas encore parlé, mais Denis en parlera après, et Marc. Et d'un coup on est lundi,
mais ils m'ont changé le compteur. Et qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là qu'on est bien embêté. Parce que là, le mal est fait, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on ne peut pas y revenir en arrière. Alors après, vous avez les deuxièmes solutions. Vous avez des gens qui sont là, qui surveillent, et qui montent des genres de milices, et dès que... Et oui, madame, c'est ce qu'il faut faire, malheureusement. On est à l'heure actuelle dans une situation où, si ce n'est pas, je ne vais pas dire la force publique, mais la force des habitants qui se liguent contre ce phénomène, ils sont tout puissants. Ils se foutent de tout, des lois. Ils rentrent chez vous, on a trouvé, on a réussi à récolter une notice éditée par Enedis à l'intention de leurs agents, leur disant, voilà, vous devez changer un compteur, vous vous trouvez devant telle situation, et vous arrivez, le portail est fermé, eh bien vous faites une chose, vous montez par-dessus, vous décrochez, il y a une cadenas, vous cassez le cadenas, il y a à peu près 10 ou 12, je crois, ils ont à tous leurs agents. Alors, il y a ça s'appelle violation de domicile. Mais quand vous allez déposer plainte, vous allez voir si on vous prend la plainte. C'est pas demain la veille. C'est pour le savoir. Et alors, les seuls qui sont avantagés dans ces systèmes-là sont ceux qui ont les compteurs à l'intérieur des maisons. À l'intérieur des maisons, c'est facile. Vous n'ouvrez pas la porte. Voilà. Vous ne les faites pas rentrer, ils ne peuvent pas vous les changer. Bon. Sauf que, et ça je l'ai vécu au mois de juillet, j'ai un de mes adhérents qui a été harcelé sans cesse, pour qu'à la fin ils me disent, ben, je crois que finalement je vais le faire changer parce que j'en ai marre. Et inversement, j'ai eu également une petite mémé de 82 ans qui m'a appelé en catastrophe, on lui changeait le compteur alors qu'elle ne le voulait pas. Mais le gars, il avait enlevé le compteur. Eh bien, il a dit, vous ne le voulez pas? Eh bien, je ne vous le mets pas, je m'en vais. Mais la dame, elle n'avait plus le compteur, elle n'avait plus l'électricité, elle n'avait plus rien. Alors la mémé, et puis vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, vous savez, monsieur qui est ici, que je perds 1 an ou 2 ans de ma vie à mon âge. Eh bien, mettez-moi le compteur, il m'a dit le gars. Donc on en arrive, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à monter des milices de quartier pour empêcher les collectes, eh bien oui madame, c'est dur, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, il faut que dès qu'il y a vous voyez, on voit arriver ces gens-là avec leurs camionnettes Enedis, il faut que vite le téléphone fonctionne, arrivez tous, et là à ce moment-là, devant la force, ils s'arrêtent, ils ne continuent pas. Voilà où on en est. Alors vous avez une expérience où vous avez réussi à empêcher dans un bâtiment social l'imposition des compteurs. Qui c'est qui peut raconter ça? C'est Denis. Comme ça on a les cas déprimants, d'échecs, mais après il y a encore des actions à faire, hein, voir avec la méthode Alinsky comment on peut s'y prendre. Et puis il y a des cas où vous avez réussi. C'est bon? Oui, c'est dans une cité. Cette cité où il y a 400 habitants. Tous les gens se sont réunis parce qu'ils ont été informés des problèmes de l'Inki, donc personne n'en voulait. Donc eux se sont réunis, mais dans cette cité, il n'y a qu'une entrée. Une entrée relativement étroite, et les gens montent la garde. Alors quand ils viennent Finélec, il est en foule. Voilà. Ils ont quand même réussi à en installer le compteur dans cette cité. Je ne sais pas comment ils fait, mais ils sont passés à un moment où il y avait personne, sans doute. Ils l'ont installé dans une maison où il n'y a personne. C'est le seul. Et vous l'avez peut-être vu, ce compteur a été filmé par FR3, parce qu'on a tenu à montrer à FR3 qu'il y avait un compteur quand même dans la cité. Mais autrement, cette cité, c'est la cité Saint-Louis. Ils refusent les compteurs en bloc. Voilà. Pas les applaudissements pour eux parce que j'habite pas là. Tu leur donneras. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait une première série de questions auxquelles les citoyens plus impliqués dans l'anti-Niki pourront répondre à vos questions ou réactions? Comment on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'intervention? On essaye d'être plus concis que ce que vous l'avez été.
Voilà, c'est toujours pour faire l'inverse de ce que j'ai fait, toi c'était le premier. Donc j'ai essayé de faire 2-3 minutes, pas plus, pour qu'on soit plus nombreux. Je vais essayer d'être très bref. Christian Tréjuto. Je suis élu dans une petite commune de 6 000 habitants. Ça marche pas? Je suis élu dans une petite commune de 6 000 habitants. C'est plus proche du micro, sinon on t'entend pas. Dans une ville de 6 000 habitants qui s'appelle la Peine-sur-Yonne entre Marseille et Aubagne. Et d'un point de vue municipal, nous avons mené la lutte, y compris avec des CIQ de Marseille. La difficulté que nous avons, c'est d'être crédible. Je ne crois pas que les arguments anxiogènes soient de nature à emporter l'adhésion. On a fait des réunions, et d'ailleurs, des réunions auxquelles EDF, en tout cas Enedis s'invite, sont toujours deux techniciens, un commercial qui vous vend le truc et un technicien qui est chargé de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc la difficulté, elle est là. Hein. On est dans la dissonance cognitive. C'est quelqu'un, qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive? C'est quelqu'un qui fume, par exemple, et qui vous expliquera qu'au fond il faut mourir de quelque chose et que c'est pas bien grave puisque c'est comme ça. En fait, on se cherche des raisons qui calment l'angoisse. Autrement, l'angoisse est insupportable dès lors qu'on n'agit pas pour combattre ce que l'on condamne. Donc ça me paraît extrêmement important. Moi, j'ai parlé du professeur Montagnier, de ce qu'il appelle l'espèce de brume cognitive, l'espèce de brume des ondes magnétiques. Il appelle ça la brume magnétique. Il y en a partout. Et il vous démontre qu'un téléphone portable, c'est aussi puissant, sinon plus, que ce que diffuse une outil. Et ce n'est pas complètement faux. Je me suis renseigné auprès de camarades de syndiqués d'élèves. La question qui est posée, c'est celle par quel bout on aborde les choses. Moi, je ne pense pas qu'il faille combattre Linky en lui-même. C'est comme si on combattait la télévision parce qu'il nous déverse des flots ineptes de bêtises. En fait, l'outil en lui-même, il est très performant, de très haut niveau. La question, c'est au service de qui il est et pourquoi il est en place. Or, pourquoi l'Allemagne, par exemple, n'a pas mis en place les compteurs Linky? Parce que l'Allemagne avait démantelé l'opérateur historique bien avant que les directives européennes ne le réclament. Là, c'est une question fondamentale. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont reculé, sauf pour les consommations supérieures à 6000 kW, ils ont reculé parce que le démantèlement de l'opérateur historique a été fait. En France, l'opérateur historique, malgré les coûts qui lui sont portés, et malgré la privatisation, et malgré tout ce qu'on peut dire, il a du mal à passer l'arme à gauche. La preuve en est, c'est que EDF est obligé de vendre une partie de sa production, ce qu'ils appellent la rente nucléaire. Ils sont obligés de vendre une partie de leur production en dessous du prix de revient à leurs propres concurrents. Et malgré ces manipulations économiques éhontées, il se passe que les opérateurs privés ont beaucoup de mal à s'implanter. Ils n'arrivent pas à s'implanter. Donc moi, j'arrête là, mais on a beaucoup travaillé sur cette question. C'est une question éminemment politique. Et il faut l'aborder sous l'angle politique, et pas sous l'angle anxiogène. Parce que moi, j'avais 80 personnes en face de moi, il y avait les deux techniciens d'EDF, j'ai fait les démonstrations que j'ai voulu, y compris sous l'angle, ça va coûter 5 milliards, mais vous, ça ne vous coûtera rien. Et quand on regarde à quelle hauteur capitalisé Enedis est capitalisé à 273 millions d'euros. Je lui ai posé la question, mais comment une société sous-capitalisée peut porter une dette de 5 milliards? Le gars, il ne sait pas répondre. Après, quand on s'est vu autour d'un verre, il a dit, c'est vous qui avez raison. Il faut arriver à renationaliser EDF. C'est ça la question qui est posée. C'est ça la question qui est posée. Hein? De la même manière qu'aujourd'hui, ils sont en train de vendre les barrages hydroélectriques. Or, les barrages hydroélectriques, c'est le seul élément régulateur en matière de production. Vous savez qu'on ne peut pas produire plus. Non, mais c'est la question centrale du pôle public. Je suis incapable de voir l'ordre, donc ce que je vais faire, ça va être arbitraire et je ferai un homme et une femme.
Un homme et une femme. Voilà. Donc comme là on a eu un homme, ben, une femme, une serveuse. Désolée, hein. C'est arbitraire, j'ai pas pu voir l'ordre. Et donc, on a une action vers les citoyens, mais aussi vers les élus, municipaux notamment. Et il y a des maires qui ont pris des arrêtés pour... Pas plus fort. Il y a des maires qui ont pris des arrêtés, enfin une maire. Et Enedis a profité de cela pour aller voir d'autres maires et co-signer une lettre aux usagers. Donc je pense qu'il y a une action à mener à un niveau plus haut politiquement, notamment à l'Assemblée nationale, parce que ceux qui ne veulent pas du compteur Linky, il faut qu'ils puissent ne pas l'avoir. C'est-à-dire c'est la liberté élémentaire de pouvoir ne pas avoir un Linky quand on ne le veut pas. Donc un des arrêtés justement s'appuie sur cette liberté et Enedis continue à harceler les habitants quand même et donc il nous faut un support plus élevé. Voilà. Merci. Alors, un homme là qui avait levé la main depuis vachement, je crois depuis le début. Désolée, j'ai un peu des ennemis. Alors, moi je vais être très rapide. J'ai levé la main tout à l'heure quand vous avez demandé qui était contre le compteur Linky, parce qu'effectivement, je participe au collectif dans ma région de ce que vous avez indiqué, mais en même temps, il se trouve que je suis ingénieur génie électrique, la technologie CPL, je l'ai utilisée dans les années 80, donc c'est quelque chose déjà de très ancien. Moi ce que j'en ai compris, je ne parle pas en tant que spécialiste, hein, je dis ce que j'en ai compris en tant que citoyen, c'est qu'en fait, et je vais en même temps dire quelque chose que vous n'avez pas tout à fait évoqué je crois, c'est la question des concentrateurs, c'est-à-dire que pour moi, au niveau de la dangerosité, alors déjà il faut relativiser parce que les Wi-Fi sont des signaux beaucoup plus élevés que les CPL. Oui, mais on peut les arrêter. Oui, je suis d'accord. Donc effectivement, c'est la question de la maîtrise du signal. Et par ailleurs, il y a le problème des concentrateurs, c'est dans un quartier, notamment en ville, ils installent des concentrateurs tous les 500 mètres ou les 1 km, je ne sais pas exactement. Et à partir de là, ils envoient le signal sous forme GSM, c'est-à-dire un signal radio mobile. Et c'est au niveau des concentrateurs que le problème de risque sanitaire est le plus important. Donc en fait c'est quand même une question relativement complexe, il faut apporter des éléments de nuance. Et pour ce qui concerne, pour ne pas faire trop long, j'avais un deuxième point, c'est pour ce qui concerne la partie démocratique, parce que pour moi il me semble que c'est le point majeur, on n'a pas le droit d'imposer quelque chose qu'on ne veut pas, ça me paraît quand même la moindre des choses. Et ensuite la question du risque des données, que vous l'avez tout à fait évoqué. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Excusez-moi. Mais t'as déjà dit beaucoup de choses, hein. Alors, il y a une femme. Il y en a plein, des femmes. Après, on va refaire, ça ne pas. Voilà. Donc, Michel, je planchais avec un collègue de Toulouse. En plus, je fais partie d'un conseil syndical, je ne m'en vante pas, mais enfin là, c'était la place privilégiée. Donc un collègue et moi, le conseil syndical, nous avons tenté de secouer l'inertie pendant 2 ans pour le Linky. Bilan à travers les courriers réglementaires, en contact avec les associations, la sensibilisation de tout le monde, on a tenté de donner une information très objective et franchement approfondie il y a 2 ans, qui va tout à fait dans le sens de monsieur d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut tout à fait relativiser la situation à notre hexagone qui est complètement soumis au monopole, bon, comme on l'a compris, parce qu'effectivement, j'ai eu la plus grande surprise moi-même de comprendre que l'Allemagne, le Pays-Bas, la Belgique et d'autres pays industrialisés freinaient des 4 fers parce qu'ils n'étaient pas soumis au même monopole que nous, il y en a peut-être d'autres. Donc déjà cet aspect international, ça permettait de relativiser. Ensuite, il y a quand même l'aspect des accidents techniques et sanitaires, même si c'est Enedis et EDF nous bercent toujours avec le même rengaine, disant qu'il n'y a rien, il n'y a jamais eu d'effet à long terme, et les effets électromagnétiques à long terme, ça existe, y compris les CPL, et surtout c'est cumulatif. C'est pas parce qu'il y a déjà le Wi-Fi des portables qui nous saturent qu'on doit en supporter une couche. Or, leur but réel,
indépendamment du monopole national d'Enedis, pour moi, c'est une stratégie monstrueuse qui concerne le smart meter. Je vais y aller de mon côté tout à fait orwellien là, parce qu'il faut connaître l'origine même du Linky, qui est dévoilée dans certains travaux, la fabrication même de ce genre d'émetteur en Scandinavie dans les années 50, sous la coupe, et ça a relancé après les affaires Bush sous la coupe de la CIA, je suis désolée, voilà, ça a été expérimenté d'abord en Suède. Le Danemark n'est pas tout à fait aligné sur cette législation pour l'instant, mais il y a un aspect carrément pathogène, volontaire et déterminé. Ce n'est pas qu'une affaire de monopole de gros sous-capitalistes français, de ce côté-là on a la palme, franchement, mais dans plein d'autres pays, il y a des interférences avec des dangers absolument programmés. Alors, pour revenir à notre niveau strictement local, et j'ai la plus grande admiration pour les mairies qui se sont opposées, pour ce que fait Stéphane Lhomme et ce que font la plupart des responsables de mairie, surtout dans notre région sud-sud-ouest. Bon, il y a des gens qui vraiment juridiquement essaient de contrer, mais pour revenir à notre niveau local, bilan des courses, je m'occupe donc de s'occuper de ce conseil syndical de 120 appartements, il y en a 2 qui ont réchappé par miracle. Les rapports d'ailleurs avec le personnel de pose et les consignes d'Enedis dont vous avez parlé sont effrayantes. Ils nous fuyaient d'un bâtiment à l'autre. Je n'avais pas les moyens d'avoir même faire des tours de garde constants. Donc on n'a pas échappé à 118 Linky sur 2. Voilà. Et le problème, c'est que maintenant que c'est terminé, comme ça fait partie d'une stratégie globale gravissime, à mon avis, le CS, on est en train de contraindre notre CS à des compteurs d'eau chaude, des compteurs Gaspard et des compteurs d'eau du même topo. Voilà, excusez-moi de la longueur. Alors, on va déjà faire une série de réponses à ceux qui veulent réagir pour ensuite vous redonner la parole. On avait plusieurs questions qui étaient posées. La question démocratique. Comment on peut interpeller les communes? Il y en a déjà plus de 350, 400 qui ont adopté des délibérations pour refuser ces compteurs Linky. Il y a aussi des démarches juridiques qui sont mises en place pour aider le citoyen à refuser l'imposition du compteur Linky. Ça, c'est vrai que vous nous racontiez ça. C'est vrai qu'autour du réseau de Stéphane Lhomme, vous avez comme ça plein de supports pour justement défendre et pousser votre collectivité à prendre ces délibérations ou sur les démarches juridiques. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement là-dessus, le mettre face à ses responsabilités, et aussi d'un point de vue, pas mal de questions, d'un point de vue plus technique, qui sont aussi en débat, sur lesquels j'assume totalement et totalement incompétente pour y répondre. Qui veut réagir sur le technique? Monsieur, tout à l'heure, vous parliez du CPL. Vous dites que depuis longtemps, il y avait le CPL. C'est exact. Mais ERDF, à ce moment-là, avait des circuits bouchons pour éviter que le CPL modifie le 50 Hz. C'est quoi le CPL? Le co-rapporteur en ligne. C'est le co-rapporteur en ligne que vous avez dans vos appartements. Et que vous avez le Linky. Mais quand vous n'avez pas le Linky, il y a quand même le CPL qui passe. Il n'y a pas peur. Alors, pour vous dire que, à ce moment-là, EDF, pour avoir un 50 Hz pur, a installé des circuits bouchons. Ces circuits bouchons, aujourd'hui, sont démolis. Ils n'en veulent plus, parce que c'est eux qui font le CPL. Parce qu'avant, c'était que le privé. Voilà, c'était pour répondre à votre question. Juste un petit supplément technique aussi. Le CPL de Linky G1 et G3 n'a rien à voir. Hein. C'est fait pour relier donc, les grappes d'une centaine d'habitations au concentrateur avec des circuits assez complexes qui sont donc des CPL qui ont une portance de plusieurs centaines de mètres. Donc c'est pas du tout le CPL domestique. Mais surtout, en travaillant sur le compteur Linky, on s'est aperçu d'un module caché. Alors là, ça va peut-être vous surprendre parce que vous disiez le CPL c'est moins que le Wi-Fi. Mais figurez-vous que les compteurs Linky, pour pouvoir travailler efficacement sur le big data, sur la commercialisation des appareils électriques, est doté d'un support Wi-Fi. D'accord ? Ce support Wi-Fi s'appelle l'ERL, émetteur radio Linky.
et il est équivalent à du WiMAX. Vous imaginez bien que dans une campagne éloignée, on ne va pas faire des groupes de CPL, il va falloir porter les données jusqu'au concentrateur à plusieurs kilomètres. Donc ce module que j'ai appelé le module caché, c'est un module Wi-Fi, donc dans les micro-ondes de 4 GHz. Quand j'ai posé la question, différents responsables régionaux de RDF sont restés absolument atterrés parce qu'ils ne veulent pas en parler. Et c'est quelque chose, si on veut du big data comme ils le souhaitent et on veut une efficacité de transition énergétique pour piloter des appareils, qu'il va falloir mettre dans votre compteur. Le support est prévu, les modules sont déjà construits. Et là, vous aurez du CPL et du WiMAX. Alors, à propos du juridique, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous avez des personnes dans la salle qui ont dit que les mairies, Amérique de Bagne, je crois, avaient voulu, etc. Des tribunaux administratifs ont pris des positions tout à fait divergentes selon les endroits. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas encore quelqu'un une juridiction qui puisse faire jurisprudence. Ça n'existe pas. Donc, on en est là actuellement. Et sur un plan de vue se défendre individuellement, pour une question par exemple de violation de domicile, ou simplement parce qu'on vous a installé le compteur alors que vous ne le vouliez pas, etc., ben, aller voir un avocat, c'est pas donné. Or, actuellement, il n'y a pas encore de pool d'avocats qui se soient constitués, ou alors il y en a qui disent ben, il faudrait que vous soyez, je ne sais pas lequel est, sur Paris, que vous soyez au moins 2000 pour pouvoir qu'on puisse prendre le dossier et qu'on aille à la bagarre, sans savoir si on va gagner. Voilà où on en est sur un plan juridique. Il reste une demi-heure. Je sais que vous êtes très nombreux, essayez d'être très synthétique. Ça concerne exactement ce que vous dites en fait. Simplement, vous dites qu'il y a des poules d'avocats, mais alors ça ne relève pas. Quand il y a une infraction, ça relève du correctionnel. Et à partir de ce moment-là, il me semble que pour éviter le classement de plainte, on peut porter plainte directement auprès du préfet avec constitution de partie civile. Du procureur, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Du procureur avec constitution de partie civile. C'est une bonne manière de contourner, et c'est en correctionnel que ça se passe. Et l'infraction, c'est un délit. C'est un délit. D'autres réagiront. D'autres réagiront. Est-ce qu'il y a une... Alors, la parole à une femme. Non, c'est absolument pas du ressort correctionnel, mais c'est pas pour ça que je voulais intervenir. C'est juste pour compléter, j'en ai pour 2 secondes, puis le monde d'intervenants. C'est que la base des actions juridiques pour intervenir, c'est que la propriété de tous les compteurs actuellement sont la propriété des communes, des collectivités. Donc le fondement des actions, il faut insister sur tous les maires. Moi je suis maire d'une commune, il faut insister là-dessus, c'est que toutes les actions juridiques qui doivent être introduites auprès du préfet, ensuite du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel, et ça n'a rien d'une infraction pénale là-dessus, c'est sur la base du fait que Enedis n'a pas le droit d'enlever les compteurs existants qui sont la propriété des collectivités, sauf à demander l'autorisation aux communes de les enlever, et s'il n'y a pas autorisation, c'est un vice de forme dans la procédure. Et les actions, elles doivent être intendies là-dessus, c'est très très important, parce que comme on le sait, la justice française s'attache souvent plus à la forme qu'au fond. On a peut-être des chances de gagner sur la forme plus que sur le fond. Alors, toi, en tant que maire, tu as déjà fait en sorte que ta collectivité s'oppose. Vous êtes en train. Et on va prendre la délibération au mois d'octobre. Donc vous aurez les différents cas de figure. Les cas de figure où vous êtes dans une commune, vous avez une super maire insoumise. Voilà, vraiment bravo. Et où du coup le travail sera facilité parce que la maire insoumise, vous avez capté, c'est elle qui prend l'initiative, y compris des réunions d'information. Et il y a d'autres endroits où vous avez déjà des collectifs citoyens constitués qui organisent ces réunions d'information. À vous, en tant qu'insoumis, de pouvoir aider et contribuer à ce que ce soit des réussites. Et puis il y a des endroits, si on n'a pas, où vous pouvez vous engager et les constituer, et vous informer par le biais des réseaux pour alimenter. Alors, il y a d'autres interventions. Là-bas aussi, parce que là-bas, ils n'ont jamais le micro. Je voyais Emile en mettre carrément une affiche et tout depuis le début. CNIL, alors vas-y, rapidement.
m'adresser un peu, il s'appelle notre député. Qu'est-ce qu'il pense du SMIC dans cette action? Oui. Alors, parce que c'est quand même un organisme qui s'appelle le contrôle, il s'appelle l'informatique des données, auquel n'est pas assujetti, il s'appelle EDF et RDF, et qui s'appelle même Orange. Alors, et quand on passe, il s'appelle par les réseaux électriques à l'heure actuelle, et on voit que toutes les données qui s'appellent informatiques, qui s'appellent binaires, ne sont pas contrôlées par les instances qui s'appellent des pays. Alors, moi je pose la question quand même, dans l'affaire de l'Assemblée nationale, est-ce que ces sociétés et ces start-up ne devraient pas être sous le contrôle de l'État et sous ses juridictions? Alors, quelle est l'intention, il s'appelle, des députés de nos assemblées à ce sujet? De façon à résoudre, c'est-à-dire tous ces petits, parce que quand j'entendais tout à l'heure notre chère mère, bon, c'est vrai, elle est contre. Mais si un maire a accepté une fois, malheureusement, juridiquement, il ne peut plus revenir dessus. Une fois qu'il a accepté, c'est-à-dire, vous êtes dans une impasse. Et sur les compteurs, en règle générale, c'est-à-dire EDF, Gaz de France, qui sont sous une liaison informatique, c'est-à-dire de données, on ne peut rien faire, puisque pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun contrôle d'État, et qu'on appelle et qui ne fait pas son travail. Alors, je demande à nos chers députés quelle est l'intention. Il va répondre, t'as dit ça. Une femme maintenant, une femme. Une femme un homme, vous faites de la bientôt dans... Ouais, mais Daniel, s'il te plaît, il faut quand même distribuer aux gens qui demandent depuis quand même un bail. Oui. Je voudrais juste savoir, sur le document qui nous a été donné, c'est noté qu'il y a une surfacturation parce qu'on est jusqu'à présent facturé en kilowattheure et qu'après on sera facturé en kilovoltampères. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe? Parce que pour moi, les kilovoltampères, c'est la puissance générée par mon compteur. Donc je ne comprends pas comment on peut me facturer par ce biais-là. Et je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit la maire, que les compteurs appartenaient à la commune. Alors moi j'avais compris que les compteurs appartenaient à EDF et à Enedis. Donc comment on peut s'y opposer? Parce que c'est le discours qui tiennent par rapport à ça justement. Les compteurs appartiennent bien à la mairie. Je peux répondre à la dame. Vous m'attaquerez tous après, mais je continue encore une petite série d'interviews là. Tu répondras après à la question qui t'a été posée, ok? Vas-y, cours. Oui, je cours, oui, d'accord. Merci. Mais très court. Oui, la question qui est posée, tout à l'heure on parlait d'expérience. Moi je viens d'une ville ici qui s'appelle Aix-en-Provence. Heureusement pour nous, on n'a pas les mêmes gangsters qu'il y a dans le coin pour installer de force, je veux dire, ces compteurs. Ils viennent quand même, ils demandent, on discute avec eux. La fois où la personne est venue, j'étais voir, je dis moi j'ai pas besoin, je ne veux pas de ce compteur-là. On a pu discuter avec eux. Là où je suis un peu maintenant méfiant, c'est qu'ils peuvent revenir et l'installer sans votre accord. Donc ça, à mon avis, là où j'ai appris aujourd'hui, c'est d'être vigilant. Ça veut dire que ce que j'appelle, c'est que chacun d'entre nous doit être vigilant pour ces questions-là. Maintenant, je sais que quand la personne, elle vient, elle doit vous faire signer un papier comme quoi elle est bien passée, et que si jamais vous refusez, elle le signe. Parce que j'ai des voisins, qui ont fait 2 ou 3 lettres recommandées, et malgré ça, ils sont venus, ils ont essayé de leur installer, mais ils ne sont pas installés. Donc tout dépend des résistances qu'il peut y avoir dans chaque coin de nos territoires. Mais je suppose que, je suppose que ces gens-là, ils ne vont pas s'arrêter. Daniel, je vais terminer. Par contre, là où je suis contre, parce que ce que je dis, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis contre pourquoi? D'abord, sur la question de l'emploi. J'ai écouté des syndicalistes qui sont intervenus, qui disaient que demain, les collecteurs d'informations qu'on avait hier, ils vont disparaître, donc ça veut dire que c'est une perte d'emploi. De deux, on nous parle d'austérité à longueur de journée aux étudiants, aux jeunes, on leur met 5 € qu'on veut leur enlever par mois, et j'apprends aujourd'hui par l'information de notre député puis par d'autres, comme quoi il y a 5 milliards qui vont être engagés. Alors d'un côté on a l'austérité, de l'autre côté on a la dépense. Il y a quand même une incohérence quelque part.
Donc ça, c'est sur le plan politique. Et je termine là-dessus, c'est que la liberté individuelle, elle est aussi sacrée. Et à longueur de journée, on nous bassine sur nos données, sur tout ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une certaine résistance. Voilà. Merci. Une femme. Merci. Alors, moi, professionnellement, je trouve que le compteur Linky est peut-être intelligent, mais il n'a pas d'émotion. Et pour couper les gens à distance, justement, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu moi, dans mon boulot, puisque je suis assistante sociale. Et personnellement, la mairie de Manglette m'a assigné pour le compteur Linky. J'ai été, il me téléphonait sans arrêt, plusieurs fois par jour. Je raccrochais à chaque fois, et puis un jour, j'en ai répondu que non, j'en voulais pas, parce qu'ils sont obligés de rentrer chez moi. J'aurais dit non, merci, j'ai un cancer, je suis récidive, donc j'ai tout ce qu'il faut, je vous remercie. Depuis, il m'en donne plus, j'ai plus de. Donc, T'as fait respecter l'outil. Alors, on essaie très succinctement, mais là, il y a quelqu'un qui demande la parole aussi depuis longtemps et qui par ailleurs est pour le Linky. Donc on assume d'avoir un débat contradictoire. Mais c'est pour autant que tu ne fais pas 1h30 comme ça. Tu n'auras pas le même temps de parole. Je ne voudrais pas que le débat soit à charge et je ne voudrais pas que la France insoumise soit décrédibilisée. Et je ne veux surtout pas qu'on dise des fausses vérités. D'abord, EDF et Enedis n'ont jamais vendu d'électricité. Et Enedis est un service public. C'est vraiment tout l'intérêt général. Alors on peut remettre en question l'organisation de nos sociétés, mais c'est l'intérêt général qui prime et qui régule. Alors quant au module caché, vous vous faites rigoler. Le module caché, la loi sur la transition énergétique prévoit que ce module soit accessible pour les personnes en difficulté économique, pour qu'ils puissent avoir accès à une maîtrise plus fine de leur consommation. Qu'ils puissent avoir accès à un contrôle fin de leur consommation d'électricité. Écoutez, moi je lis d'un côté ce qui est dit et ce que dit l'autre côté, et en toute impartialité. Ce que je vois, et les escrocs, mais pourquoi discuter plus longtemps? Ils sont escrocs, attaquez-les en justice, pénale. Voilà, ça se retourne contre vous, c'est de la diffamation. Intrusion frauduleuse, mais sortez-le ce papier. Si les l'a écrit, sortez-le, c'est merveilleux. Il est de discuter, allez dans les tribunaux. Et faites-vous accompagner par un avocat. Et vous gagnerez. Il n'y a aucun souci dans ces cas-là. Donc moi je vous dis, en toute honnêteté, je dis à gauche et à droite, je suis plus convaincu. Et il ne faut surtout pas dire que le compteur Linky est un compteur intelligent. Qui le dit ça? On parle de services intelligents, on parle de réseaux intelligents, mais on parle surtout de compteurs communicants. Et jamais vous ne verrez Enedis dire que c'est un compteur intelligent, ils ont bien compris. Ne surtout pas tomber dans ce piège. D'accord. Merci à toi. Alors, une femme, non, encore, voilà, vous allez tous m'en vouloir, mais vous ne parlerez pas tous. Il va y avoir de la frustration, j'en suis confuse. Moi j'ai eu la réponse. Parmi divers intervenants, j'ai eu la réponse à mes questions, mais je prends quand même la parole tout simplement pour dire qu'au Canada, ils ont mis les compteurs de force et maintenant ils les enlèvent. Oui, ils ont le même problème, ils ont obligé les gens à avoir les compteurs, ils ont le même problème que nous, et maintenant ils les enlèvent pour des questions sanitaires. Il y a beaucoup plus de problèmes de maladies, voilà. Merci. Je vais essayer d'être très rapide. Tu vas réussir, Alco. Je vais réussir. Linky, je crois qu'il faut le prendre sur un aspect très global. Parce que, il y a la partie chez l'habitant. Effectivement, les champs électromagnétiques, il faudrait blinder les canalisations électriques. Ça, c'est un aspect. Mais l'aspect surtout dont on n'a pas parlé. Linky permet de couper à distance à partir d'une plateforme de Lyon. Le personnel qui est supprimé, c'est 60% des agents petite intervention. Pour préciser, je suis agent EDF, je travaillais en agence comptage-mesure LDF, enfin à ERDF, parce que ERDF c'est distributeur et c'est EDF qui vend. Donc, troisièmement, le prix des 5 milliards, c'est vous qui allez le payer avec le TURP sur la facture. C'est déjà le TURP, c'est le truc de transport de l'énergie dans les réseaux publics. Quatrièmement, effectivement, ce sont les communes qui sont, on est en régime de concession. EDF, GDF n'ont jamais été nationalisés, ils ne sont pas fonctionnaires.
Et il y a un régime de concession et les réseaux électriques appartiennent aux communes. Puisque d'ailleurs, ils ont remis en cause en 1996, au bout des 50 ans de nationalisation, pas mal de choses. Donc il y a des aspects juridiques, parce que également EDF utilise, pour remporter en ligne, ça veut dire qu'ils utilisent des licences qu'ils n'ont pas de télécommunication. Puis il faut voir, il y a la question au niveau européen des libertés individuelles. Les directives de du gouvernement français vont à l'encontre des directives européennes. Et puis, dernière chose, par rapport à ce qui vient d'être dit, le compteur Linky permet en réalité de, non pas pour le monsieur tout le monde de connaître sa consommation, c'est de connaître la courbe de charge qui permettra, avec la privatisation de l'énergie, de pouvoir délester et couper les gens quand il n'y aura pas d'électricité. Alors, il y a une femme ici qui a levé la main depuis super longtemps. Alors, je sais pas, il y en a deux, mais il y en a qui va parler là maintenant. Moi, je suis désolée. Moi, je voulais savoir s'il y avait une stratégie différente de la part de RDF entre les campagnes et les villes. Est-ce que leur objectif, c'est d'abord d'atteindre les villes, ou est-ce qu'il y a aussi un déploiement dans les campagnes? Ça, c'est la première chose. Moi, je suis dans un secteur très rural, la Lozère, très peu d'habitants. Et je peux vous, franchement, au niveau des réunions de citoyens, je ne me vois pas aborder les questions techniques. Ça ne les touchera pas. Par contre, ce qui peut peut-être les toucher, c'est la question financière et peut-être les coupures éventuelles d'électricité. Mais et je voudrais savoir si une commune a l'obligation de prévenir les citoyens. Et si, quand les citoyens demandent à la commune de délibérer, si la commune a l'obligation de délibérer ou pas. Voilà. Alors, il y avait aussi lui, alors je ne sais pas, je suis désolée, mais il y aura pas de un autre pour, comme ça on aura bien respecté la contradiction. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui est dit, pas dans son intégralité bien évidemment. Moi, j'ai lu dans le code de l'énergie que les compteurs comme les lignes, elles appartenaient aux distributeurs. Alors, on n'entend pas forcément la même version aujourd'hui. Bon, voilà, je ne suis pas juriste ni maire de commune, donc je vais modérer mes propos. Maintenant, bon, sur ce qui a été dit au début, avec l'aspect que le compteur soit énergivore, je tiens quand même à préciser que tout le monde a un compteur chez soi, le gaz comme l'électricité, et ça consomme de l'énergie, quoi qu'il arrive. Donc après, c'est toujours du comparatif, c'est jamais absolu, enfin voilà, gardons une échelle de mesure s'il vous plaît. Pour l'aberration environnementale, moi j'attends encore qu'on la démontre, ça a été envoyé comme ça sur le tapis. L'environnement, c'est un vaste sujet, j'aimerais bien qu'on puisse en parler. Sur le traitement des données, je suis d'accord avec vous, on ne sait pas ce que. Voilà, il y a la CIA, il y a tout ça, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et ça, c'est un réel risque. Donc, je suis d'accord avec le monsieur tout à l'heure sur les instances de contrôle des données. Il n'y a pas que celle-là d'ailleurs. Donc, tant qu'à y être, autant y être franchement. Maintenant, je vais venir sur un sujet, sur un point un peu important, c'est la réglementation thermique de 2020 qui va sortir, qui va permettre aux bâtiments d'acquérir le label bâtiment à énergie positive. Donc voilà, les smart bâtiments quoi. Et mine de rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la manière qu'on a de consommer de l'énergie, on va pouvoir la stocker, comme tout le monde s'en doute, on n'en parle pas, mais voilà. Mais on va pouvoir aussi la redistribuer. Et le fait de pouvoir mesurer en temps réel ce qui rentre et ce qui sort à l'intérieur de sa maison, ça va aussi permettre ça, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, chacun va être ce petit fournisseur d'énergie et voilà. Je suis pas technico-sceptique en tout cas, pour ma part. Merci pour que tous les propos puissent s'exprimer. Une dernière femme qui avait pris la parole, demande la parole. Elle ne croit plus. Et après, on veut l'arrêter. Alors, moi j'habite Marseille dans le 2e. J'habite Marseille dans le 2e. Je voulais vous donner les niveaux. J'habite Marseille 2e.
marseillais, mais donc je voulais livrer mon expérience, c'est-à-dire que la société privée qui vient poser les compteurs Enedis, Linky, c'est la société Finelec, je le dis à tous les Marseillais, parce que vous recevez une lettre, vous êtes vraiment qui viennent le poser, vous pouvez faire moi j'ai fait obstruction une première fois en disant que je n'étais pas d'accord, je ne pouvais pas venir, ils m'ont renvoyé une deuxième lettre, ils se sont votés dans la pro, parce qu'il y a toujours un qui m'ouvre, et donc moi quand j'ai fait accéder, je leur ai dit que je n'étais pas d'accord, et j'ai demandé quel était le risque si je ne faisais pas poser le compteur. Ils m'ont dit madame, il n'y a pas de souci, on repart. Simplement, sachez comme vous allez recevoir une deuxième lettre dans quelques temps qui vous dira que de toute façon, on va poser le compteur et ça aura un coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous le fait gratuitement. La prochaine fois, comme on est une société privée, vous payez. C'est faux, c'est faux. Moi, la question que je pose, donc moi, du coup, comme tout le monde, j'ai écouté. C'est bien dommage qu'on en parle maintenant. Moi, maintenant, comme je suis une insoumise, je vais poser la question aux députés, puisqu'on a un député et si on a une députée européenne, la même chose, parce qu'il faut savoir que ce sont des directives européennes quand même, il ne faut pas rêver. Donc moi je voudrais que ces copains, c'est directives européennes, donc moi je voudrais que les copains saisissent l'Assemblée nationale en expliquant, parce que a priori, moi je veux bien qu'on dise, on le sait tous, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc moi la question c'est qu'on saisisse l'Assemblée nationale disant que ça peut avoir des gravités au niveau de la santé et qu'a priori ça peut être une arnaque sur la consommation. Et donc à un moment donné, il faut que ce soit nos députés qui se saisissent de ce dossier avec les associations comme Que Choisir et 60 millions de consommateurs qui vous disent que vous ne pouvez pas refuser. Non, ils disent non, ils disent qu'on ne peut pas refuser. Ou les copains qui sont là, moi j'en sais rien, les copains qui sont là. Eh bien, les associations représentatoires, vous qu'on a un dossier technique, je veux dire suffisamment pointu, pour qu'à un moment donné, nos députés européens et de l'Assemblée nationale démontent le système. Ça veut dire que comme au Canada, ils vont nous démonter pour nous mettre dans le compteur. Moi je propose ça. Alors, désolé, je sais qu'il y a énormément de frustration et de regards très furieux contre moi parce que vous aimeriez réagir. On doit rendre la salle dans très peu de temps et il y a eu plein de questions qui ont été posées auxquelles on va essayer de répondre. Alors, il reste un quart d'heure, vous êtes deux ici à vouloir prendre la parole, toi et moi, donc plutôt 4 minutes maxi, 3-4 minutes maxi. Allez, c'est parti. Vous démarrez. 4 minutes. C'est pour répondre à la demoiselle Anne-Maud pour les kilowatts et les kilovolts ampères. Le compteur Linky enregistre les kilowatts et les kilovolts ampères. Par contre, le contrat d'EDF est en kilovolts ampères. Alors, quand une lampe basse consommation, comme vous avez sur le schéma là, consomme 1,49% par rapport à l'autre, c'est important. Donc, à la fin de l'année, en kilovolts ampères, vous allez avoir une surconsommation par rapport au kilowatt. Et votre contrat sera basé sur les kilovolts ampères. Donc, à ce moment-là, EDF peut vous changer votre tarif. C'est-à-dire, si vous avez 3 kilos, vous passez à 4 ou à 5, et à ce moment-là, vous paierez plus cher. Non, pas de question-réponse dans la salle. Vous pourrez par ailleurs continuer les échanges informels dehors, mais maîtrise le temps. Vas-y Marc. Alors, peut-être pour rebondir sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, rapidement, il faut quand même que soit dit de façon nette et précise que le compteur Linky n'est absolument pas obligatoire. Ça a été reconnu devant l'Assemblée nationale par le président Montlegout, le président du report des lettres. Voilà. Ça c'est clair, net et précis. Il a dit lui-même, le compteur Linky n'est pas obligatoire. Voilà. Bon. Pour faire un accroche aussi avec d'autres choses qui ont été dites et peut-être trouver des raisons à opposer à la littérature que ERDF et Enedis nous envoient dans un premier jet, puis ensuite nous relance pour essayer de nous intimider. Il y a quand même quelques points que je voudrais évoquer rapidement. La mise en place d'un compteur communicant Linky, c'est une modification des qualités essentielles de la prestation et des conditions d'exécution du contrat que vous et moi avons conclu avec ERDF et Enedis. Pour une raison très simple. Très simple. Ce compteur, le compteur Linky, rajoute, comme vous l'a dit Denis tout à l'heure, rajoute au courant fourni des fréquences autres
que les 50 Hz qui sont prévus au contrat. Donc, le contrat est bien modifié dans ses qualités essentielles, hein, et vous le savez comme moi, un contrat ne peut être modifié de façon unilatérale. Voilà. La modification doit être acceptée par les deux parties, et en cherchant, comme il le faut, à imposer la pose d'un compteur Linky par l'intermédiaire de leur sous-traitant. Ils font donc ce que je vais essayer d'être très rapide, ils font très souvent une installation contrainte. Cette installation contrainte, elle est hors la loi, en l'absence de l'accord préalable du client et ou de la signature d'un avenant qui est obligatoire en pareil cas. Voilà. Je vais rapidement sur d'autres points qui sont assez importants. Dans cette littérature donc, qui nous envoie EDF, il laisse entendre pour nous intimider que si nous refusons Linky, en nous opposant, nous contrevenons aux conditions générales de vente. Alors que ce sont eux qui tentent de modifier illégalement un contrat. C'est assez drôle. Autre point important, ouvrez bien vos oreilles. La technologie de Linky, qui aurait dû être homologuée depuis 2001, est toujours actuellement bloquée. Linky n'est ni homologué par le Bureau international des poids et mesures, ni par le Laboratoire national de métrologie et d'essai. Il n'a pas la norme ISO CEI, je vous passe sur les chiffres, qui établit les exigences générales de compétences pour effectuer des essais et ou des étalonnages. Autre point, je termine très rapidement, ça a été évoqué tout à l'heure, Linky contient une puce RFID, c'est-à-dire c'est une technologie d'identification automatique, qui en fait un objet connecté. Or, l'obligation d'un objet connecté à un citoyen est anticonstitutionnelle dans le cadre de la loi sur la transition énergétique et au regard d'une directive européenne qui stipule, je cite, qu'aucun objet connecté ne peut être imposé à un particulier. Et c'est bien pour ça que M. Montloubourg, à l'Assemblée nationale, a dit que c'était pas obligatoire, parce qu'il est bien placé pour le savoir, lui, hein. Voilà. Je termine. Un dernier point. Oui, voilà. C'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure aussi. Dans un document qui repose sur une étude du Code des collectivités, il est bien précisé que le compteur appartient à la collectivité publique, qu'il est donc un bien public. Or, un bien public ne peut être aliéné, c'est-à-dire vendu, détruit ou recyclé, que par une décision administrative qui le déclasse de sa qualité de bien public. Et bien évidemment, concernant nos anciens compteurs, cette décision n'a jamais été prise nulle part. Alors, Loïc, tu as été interpellé en tant que député. Quelles sont les initiatives que vous pouvez prendre? Déjà, je voulais répondre à monsieur qui m'a interpellé sur la CNIL. Bon, il ne vous aura pas échappé que les députés français insoumis ne sont pas encore majoritaires à l'Assemblée, mais ça va pas tarder. Juste par rapport à la CNIL, il y a déjà une autorisation qui a été donnée par la CNIL, qui a rendu un avis en disant que Linky n'était pas un souci en termes d'atteinte aux libertés. Moi, je relais l'info que j'ai de la CNIL. Il me semble que c'est... La commission nationale de la protection des libertés. Non, mais donc la CNIL, voilà, a rendu cet avis-là. D'accord ou pas d'accord, pour l'instant, elle a rendu un avis. Donc, si l'avis est attaquable, il faut attaquer. Voilà. C'est dommage que le jeune homme qui est parti tout à l'heure et qui parlait d'économie d'énergie,
on aurait pu en discuter un petit peu. La question de la gestion de l'économie de l'énergie, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est une fausse... c'est du marketing, en fait. C'est du marketing pour nous faire croire que c'est un progrès, effectivement, qu'avec ça, on pourra utiliser notre énergie, notre consommation d'énergie. C'est pas le cas, et c'est pas comme ça, en tout cas, qu'on fera la transition énergétique. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu le fil. Oui, l'action qu'on pourra mener au niveau législatif. Moi, c'est une question sur les Linky. J'ai été interpellé dans ma circonscription, et notamment sur la liberté de refuser ou d'accepter ce Linky. Donc, je suis, voilà, vous n'aurez pas échappé que ça fait dire que 2 mois qu'on est aussi à l'Assemblée, qu'on a été fort occupé par la loi de travail. C'est un dossier qui est dans la pile. On va regarder s'il y a moyen de se faire préciser un certain nombre de choses, parce que les avis sont partagés, et ça, on l'entend. C'est pour ça que j'étais aussi prudent dans mes propos sur. Je rejoignais aussi un petit peu l'avis sur ne pas jouer sur les peurs, mais de vraiment avoir des faits avérés. On regarde ce qu'il en est de l'état du dossier. J'avais posé aussi la question à l'ANSES qui s'occupe de la sécurité de notre sécurité des aliments et je ne sais plus l'intitulé exact, je vais noter là. Agence nationale de sécurité sanitaire, d'alimentation, d'environnement et au travail, qui ont eu à aussi rendre un avis sur le CPL. Voilà, donc ils ont rendu un avis sur le CPL à l'intérieur des habitations, mais l'histoire des concentrateurs, etc., qui a été évoquée, il ne me semble pas qu'il y ait un avis qui ait été rendu là-dessus. Donc il y a encore des choses à éclaircir, et on va regarder comment on peut obtenir des éclaircissements et des réponses pour que vous ayez une information qui soit plus complète, et que, enfin il me semble que déjà il y a des moyens et des textes qui permettent de se battre sur un certain nombre de choses qui ne semblent pas être faites quand même dans les règles et le respect du droit aujourd'hui. Merci. Alors je sais qu'il y a pas mal de frustration, hein, pas mal de personnes auraient souhaité prendre part au débat. La question sur l'obligation des maires... Je vais y répondre. Donc, ça prouve en tous les cas un intérêt pour nous tous sur ce sujet qui justifie que lorsque vous allez rentrer dans vos départements, eh bien, préoccupez-vous de cela. S'il y a un collectif citoyen déjà constitué, ben, ce serait super que ceux qui ont participé à ce débat s'y impliquent et incitent d'autres insoumis à y aller et fassent un petit peu le relais d'information. Parce que oui, effectivement, les municipalités sont propriétaires des compteurs. Alors par rapport à la question qui a été posée, qui est « Ah oui, mais si nous on demande à la municipalité de faire une délibération contre les compteurs, est-ce qu'elle est obligée de le faire ?» Hélas, non. Mais par contre, il y a une bataille politique à mener, qui est d'abord une bataille d'information, de sensibilisation, parce que l'on soit pour ou contre, par rapport aux insoumis qui étaient pour le Linky, on voit bien que rien que dans notre échange, il y a une première question démocratique qui se pose. Être insoumis, c'est ne pas accepter la suggestion. Ne pas être considéré comme un objet à qui on impose des choses. Bien. Donc, il devrait y avoir un débat démocratique. Un débat démocratique dans Enedis entre les salariés qui devraient avoir droit de regard sur pour ou contre les compteurs. Un débat démocratique pour les citoyens usagers de ce qui devrait être service public. Un débat démocratique dans les communes parce qu'elle est... Oui, j'ai essayé de faire intervenir plein de personnes. Parce que les communes ne devraient pas prendre de position soumise à Enedis sur ces compteurs sans faire un débat au moins en leur sein et avec la population. Donc organiser ces débats-là. Elles sont propriétaires des compteurs, elles doivent s'y opposer et nous pouvons mener cette bataille-là. Désolé pour ceux qui voulaient intervenir. Comme toi, mais tu as ouvert les yeux, comme toi, comme il y en avait plein d'autres. La camarade, par exemple, voulait parler de Stéphane Lhomme, qui en ce moment subit une démarche de la part de l'UFC Que Choisir. Pour ça, pour l'info, l'UFC Que Choisir, au début, est plutôt contre. Mais l'UFC Que Choisir, dans son rapport particulier de la défense des consommateurs, est en train de négocier des tarifs avec différents distributeurs d'énergie, dont Enedis. Et comme par hasard, eh bien l'UFC Que Choisir a changé de position. Et donc, Stéphane Lhomme, qui est un militant anti-nucléaire très impliqué contre le Linky, a dénoncé justement cette trahison de la part de l'UFC Que Choisir, qui finalement faisait un petit agent des logiques oligarchiques de cette grosse entreprise qui fonctionne comme une multinationale. Vous savez que EDF avait plus de 80% de surexploitation énergétique à l'étranger. Bon, enfin, je veux dire, on sait face à qui nous sommes, quoi. C'est pas rien, bon, quand on s'oppose à cela. Et aujourd'hui, il est en démarche procès pour diffamation. Donc c'est une bataille
une bataille de dingue. Et une bataille dans laquelle je pense qu'il est important de s'impliquer, parce que c'est une question démocratique. C'est aussi quelle société nous voulons. Nous ne voulons pas d'une société de contrôle généralisé. Nous sommes pour l'énergie bien commun. Nous sommes pour l'énergie bien commun, donc nous devons avoir une réflexion et une appropriation de ce service public à travers un pôle public de l'énergie pour justement engager dans la transition énergétique et non pas cette surexploitation de l'énergie et de nos données. Donc il y a vraiment des enjeux sur les questions de santé publique. Ils sont intéressants et importants aussi à creuser, même si le débat, lui, pour l'instant, est plus contradictoire. Mais moi, j'ai été sollicitée et sensibilisée par des associations de personnes électro-hypersensibles. Et je suis désolée, mais moi, je suis sensible au principe de précaution. Et bien, quand on n'est pas sûr, puisque aucune étude n'a pu démontrer qu'il n'y avait pas de problème de santé publique, généralement, on applique un principe de précaution. Et c'est pour ça que la question du refus, par exemple, de certaines antennes relais dans certains périmètres, la question de la limitation du Wi-Fi dans des zones de travail professionnelles ou bien de petite enfance, et la question de la méfiance vis-à-vis du liquide, en termes de santé publique, n'est pas une question à balayer comme ça. Et bien souvent, les réseaux anti-liquides sont parfois méprisés, dénigrés, comme justement des gens qui sont dans l'anxiogène. Faisons attention à la façon dont on emploie les arguments sur la question de sensibilité publique, de santé publique, mais soyons à l'écoute. Moi, les personnes électro-hypersensibles qui subissent un handicap environnemental terrible, eh bien, je pense qu'on doit les écouter. Parce que être pour l'universalité, l'émancipation, c'est considérer que même s'il y a 0,01% de personnes qui souffrent d'un dispositif, on doit s'en préoccuper. J'espère que vous allez continuer à vous intéresser à ce sujet passionnant.